Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous remercier pour les 100 000 abonnés, c'est arrivé super vite. Donc du coup j'ai rien eu le temps de prévoir, mais bon je voulais vous remercier parce que putain ça y est on l'a fait. Et donc j'espère que vous serez encore nombreux à suivre la chaîne à l'avenir et que la chaîne continuera de grandir. Donc merci encore une fois, ça fait très plaisir et c'est un petit peu vertigineux de s'imaginer 100 000 personnes qui regardent ce que je fais. Ça me fait très plaisir, donc encore une fois merci beaucoup. Également, je tiens à vous prévenir que cette vidéo a subi quelques problèmes vis-à-vis de la monétisation, qui fait que pour pouvoir être monétisé, j'ai dû couper quelques passages, surtout au début. Alors vous inquiétez pas, ça casse pas le récit, vous allez toujours apprendre les mêmes choses, juste quelques passages en intro que j'ai décidé de virer, donc c'est pour ça que l'introduction est un petit peu précipitée. J'espère que ça vous plaira quand même, comme d'habitude, le like, le commentaire, vous abonner, tout ça vous connaissez, je vous souhaite une très bonne vidéo. Le XXe siècle est riche en événements marquants. La Première Guerre mondiale, le Front populaire, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, le premier homme sur la Lune, enfin bref, il s'est passé un tas de choses. Et pourtant dans tout ça, il est très rare que l'on évoque ce qui s'est passé entre 1918 et 1919, à savoir la plus grande pandémie de l'histoire. Et oui, personne ne parle de la grippe espagnole, mais moi je crois qu'on n'a jamais parlé à l'école. Alors que pourtant, il y a tellement de choses à dire dessus. En gros, en moins de 2 ans, autant de morts que les 2 guerres mondiales réunies. Enfin bref, il est temps de vous parler de ce passage oublié de l'histoire. Nous sommes à l'automne 1918. Après 4 ans de guerre interminable, tous les belligérants constatent des pertes dans leur rang, d'un genre nouveau. Les soldats tombent malades et commencent à mourir les uns après les autres. Personne ne comprend et ne parvient à identifier la cause de ce mal. On parle alors d'un simple état grippal. Mais rapidement, les gouvernements sont obligés de constater que cette grippe n'est pas comme les autres. Ils vont alors tenter de masquer la gravité de la situation. C'est le début de la plus grave crise sanitaire de l'histoire. Tout commence au début de l'année 1918. On n'est toujours pas totalement sûr, mais il est assez probable que la souche du virus soit apparue tout d'abord en Chine. C'est ce que l'on appelle le virus PER. On connaît encore très mal l'origine de l'épidémie. On n'a jamais retrouvé le patient zéro, ni même le lieu exact du départ de l'épidémie. Mais certains évoquent une grippe qui serait tout d'abord aviaire, donc qui vient des oiseaux, qui se serait ensuite transmise au porc, puis à l'homme. Dans un premier temps, cette grippe est très contagieuse, mais à virulence normale, c'est-à-dire que son taux de mortalité est relativement faible. Des théories évoquent que le virus soit apparu tout d'abord aux États-Unis ou bien dans un camp de prisonniers en France, où le contact entre humains et animaux était fréquent. Mais l'hypothèse la plus fréquemment évoquée est que le virus soit tout d'abord apparu en Chine, avant de rejoindre l'Europe via les nombreux travailleurs chinois partis pour le front ouest. On fait alors état de quelques cas de pneumonie, l'une des conséquences possibles de la grippe parmi les soldats anglais et français, mais rien d'alarmant. Cependant, on soupçonne qu'un contingent de soldats américains ait rapporté le virus de Chine vers les États-Unis. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est environ 3 mois après l'apparition du virus, en mars 1918, que la situation évolue. À Fort Riley, un camp militaire au Kansas aux États-Unis, un médecin est appelé pour de nombreuses personnes souffrant de la grippe. Arrivé sur place, il constate que 25% du camp est déjà contaminé. Ce qui le choque en premier lieu, c'est la tranche d'âge des patients. La majorité des malades sont de jeunes hommes, dans la force de l'âge entre 20 et 40 ans, prêts à partir à la guerre. D'habitude, la grippe tue en majorité les nourrissons ou les personnes âgées. Mais là, le fait de voir des personnes dans la force de l'âge être foudroyées par la maladie, alors que d'ordinaire les patients jeunes sont plutôt résistants, ça fait comprendre aux médecins qu'il se passe peut-être quelque chose de grave. Oui, là vous commencez à comprendre que ça sent pas bon du tout. Le virus a muté, il est toujours aussi contagieux, mais désormais beaucoup plus mortel. Mais il est trop tard. L'épidémie se répand ensuite sur la côte est américaine et fait ses premières victimes à Boston. Puis avec le départ des soldats pour l'Europe, cette nouvelle grippe atteint les côtes du vieux continent. On suppose que la grippe était déjà présente avant l'arrivée des Américains, mais encore sous sa forme PER, donc très peu mortel. Mais là c'est un virus hautement létal qui débarque dans les ports français. Les ports comme Brest, Nantes ou encore Saint-Nazaire sont les premiers en Europe à être touchés par le virus. Et très rapidement le virus se répand aussi bien dans les armées qu'au sein de la population civile. La maladie n'a évidemment que faire des frontières et des lignes de front, et en quelques mois, le virus s'est propagé dans toute l'Europe. Les morts commencent à s'accumuler alors que les médecins sont impuissants. Et c'est à cet instant que cette grippe se fait surnommer la grippe espagnole. Mais alors pourquoi ce nom, sachant que le virus vient certainement de Chine et qu'il a muté aux États-Unis? La réponse est assez simple. Les gouvernements des pays en guerre ont volontairement décidé de taire l'épidémie. On savait que le virus tuait dans toute l'Europe.
Mais la censure de l'époque a fait qu'à aucun moment le sujet n'était évoqué dans les médias. L'Espagne ne participe pas à la Première Guerre mondiale, elle s'était déclarée neutre au début du conflit, et est donc la seule à évoquer dans ses médias cette toute nouvelle épidémie. Les autres pays entendant parler d'une grippe qui sévit en Espagne, on se met alors à parler de grippe espagnole. Car oui, du coup à l'époque on était persuadé que cette grippe était apparue en Espagne. La guerre va grandement faciliter le développement de la maladie. Les grandes puissances possèdent leurs colonies, et ils font venir de nombreux hommes pour combattre sur le front. Ainsi, la France fait venir ses soldats des colonies d'Afrique, d'Indochine, le Royaume-Uni d'Inde, etc. Ce mélange des populations va permettre à la maladie de s'étendre, et de toucher en 5 mois seulement tous les continents. La grippe espagnole est désormais une pandémie. En Europe, les hôpitaux sont surchargés et beaucoup de patients meurent sans même avoir reçu de soins. Par mesure de précaution, on ferme les écoles, les universités et même les églises. En octobre 1918, rien qu'à Paris, on compte 500 décès par jour. La guerre prend fin le mois suivant, et le retour des soldats dans leurs pays respectifs va entraîner une nouvelle vague de contamination. La grippe espagnole fait rien qu'en France 200 000 morts. Mais la censure crée un silence assourdissant. Comme personne n'est informé correctement, eh bien personne ne peut se protéger efficacement. Et aujourd'hui, à l'heure du coronavirus, on voit passer beaucoup de fake news. Mais la grippe espagnole n'a pas fait exception, puisque oui, dès 1918, circulent déjà de fausses rumeurs sur la maladie. En Chine, on parle de punition divine, en Russie, on accuse les bolcheviks, et dans tous les pays infectés, on se met à vendre en masse des crèmes et des concoctions miracles, pour, soi-disant, guérir la maladie. La grippe espagnole va continuer à tuer jusqu'en 1919, où le nombre d'infectés diminue à la fin de l'année. En à peine 2 ans, on estime que le virus a pu tuer entre 50 et 100 millions de personnes, et environ 50% de l'humanité fut infectée par le virus, soit environ 1 milliard d'individus. Encore aujourd'hui, de nombreuses recherches sont consacrées à la grippe espagnole, car tellement la crise a été étouffée à l'époque qu'il manque encore beaucoup d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Rien que le nombre de morts, aujourd'hui on évoque entre 50 et 100 millions de morts. Mais ça reste très vague. Pendant longtemps, seuls les cas dans les pays développés furent connus. On ne parla alors que d'environ 15 millions de morts, mais par la suite on s'est tourné vers les pays les plus vulnérables, et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de la grippe espagnole. On estime alors que la grippe espagnole a pu tuer aux alentours de 2 millions de personnes en Europe, entre 4 et 9 millions en Chine, et même plus de 18 millions rien qu'en Inde. Car les pays peu développés ont été en fait largement plus victimes de la grippe espagnole. Ce qui explique aujourd'hui l'inquiétude autour du coronavirus, car s'il se met à toucher des zones pauvres et sans structure médicale, comme par exemple en Afrique, ça risque de poser problème. Cette pandémie a été possible également par des problèmes de diagnostic. Les symptômes étant la toux, de la fièvre ou encore des courbatures, cela a poussé les médecins à considérer cela à la base comme une banale grippe. Également à l'époque on ne connaissait pas l'existence des virus, on pensait alors que la maladie était due à une bactérie, ce qui complique évidemment le soin des patients. L'absence d'antibiotiques a également contribué à cette très forte mortalité. Et le type de virus a également posé problème. Car comme dit un peu avant, la particularité de la maladie est qu'elle touchait en majorité les jeunes. Mais alors pourquoi? Le virus de la grippe espagnole était de type H1N1. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi il a inquiété tout le monde quand il a fait son comeback en 2009. Bref, cette souche de virus était nouvelle à l'époque, et le système immunitaire des jeunes patients a surréagi, jusqu'à abîmer leurs propres organes, ce qui est la cause du décès de nombreux de ces patients. On continuera encore de recenser quelques cas de grippe espagnole jusqu'en 1921, mais sans que ça ait l'impact du virus de 1918. Et les personnes ayant eu la chance de survivre à la maladie, eux vont avoir leur système immunitaire gravement affaibli tout au long de leur vie. Ainsi, des milliers de personnes continueront à mourir des années après à cause du virus. C'est surtout le cas pour les femmes enceintes, qui seront nombreuses à mourir en donnant la vie, créant ainsi une véritable génération d'orphelins. Et après la pandémie, il est temps de vous parler de l'impact qu'elle a eu sur le monde, et peut-être même sur le cours de l'histoire. Beaucoup de personnalités sont mortes de la grippe espagnole, comme Max Weber, père fondateur de la sociologie, le poète français Guillaume Apollinaire, mais le plus intéressant ici c'est Woodrow Wilson, président des États-Unis. Alors je dis intéressant car beaucoup pensent que la grippe espagnole serait la cause de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est intéressant. Wilson contracte la grippe espagnole en 1918, et cela le diminue profondément, ce qui causera chez lui plusieurs petits AVC, qui changeront au fil du temps sa personnalité. Et on raconte que s'il n'avait pas eu ces AVC à cause de la grippe, il n'aurait pas imposé de conditions aussi sévères à l'Allemagne, lors de la conférence de paix de Versailles en 1919. Car les restrictions imposées par les Alliés à l'Allemagne sont en effet l'une des causes du désir de vengeance des Allemands après la guerre. Mais de là jusqu'à dire que c'est à cause de la grippe attrapée par Wilson que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu, c'est un peu exagéré. C'est comme dans tout, c'est toujours plusieurs facteurs qui s'accumulent. Et pour l'anecdote, Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste,
perd lui aussi sa fille tuée par la grippe espagnole. Et c'est suite au décès de sa fille qu'il théorisera la pulsion de mort. Et cette pandémie d'un nouveau genre a aussi fait comprendre au gouvernement qu'il fallait collaborer pour empêcher que cela se reproduise. Le comité d'hygiène de la Société des Nations est donc créé à la suite de la grippe espagnole. C'est cet organisme qui deviendra plus tard l'OMS. Car oui, on s'est rendu compte qu'avec la fin du 19e siècle et le début de la mondialisation, les épidémies sont beaucoup moins localisées et se répandent parfois très vite. Et on l'a vu récemment avec le coronavirus, même si l'épidémie est encore très localisée en Chine, on a déjà recensé en seulement 2 semaines des cas sur quasi tous les continents. À part l'Antarctique. Mais pour contaminer l'Antarctique, faut le vouloir. Après, bon, le gouvernement chinois est assez extrême dans sa façon de faire, mais la mise en quarantaine à grande échelle a déjà fait ses preuves. Notamment l'Australie est très peu touchée par la grippe espagnole, car très tôt elle a mis en place une quarantaine maritime pour empêcher tout navire d'accoster. Bon, même s'ils ont levé la quarantaine trop tôt, ce qui a causé environ 12 000 morts en Australie. La grippe espagnole reste la plus grande pandémie de l'histoire, avec derrière la peste noire et ses 25 millions de morts, et le sida et ses plus de 30 millions de morts. La grippe espagnole a tué beaucoup, mais aussi dans un très court laps de temps. Et aujourd'hui encore, il reste beaucoup d'interrogations autour du virus, vu que l'on ignore précisément son origine, et on n'a pas réussi à conserver la souche du virus jusqu'à aujourd'hui. Même si en 2014, un labo a réussi à recréer artificiellement le virus, avec le corps d'un malade prisonnier du permafrost en Norvège depuis un siècle. Et évidemment, ça n'a pas plu à l'OMS, que l'on recrée un virus qui a déjà tué autant de monde. C'est vrai que c'est pas ouf. Et la grippe espagnole a aussi fait comprendre l'importance de la santé publique, ce qui améliorera considérablement les hôpitaux, notamment en France. Le traumatisme de la grippe espagnole va également entraîner une accélération de la recherche dans le milieu médical, pour empêcher que cela se reproduise. Alors, est-ce que ce genre de catastrophe peut se reproduire? Oui, évidemment, c'est même aujourd'hui l'un des risques les plus importants pour l'humanité. Et évidemment qu'avec la mondialisation, les flux migratoires, etc., cela amplifie la menace. Mais c'est à replacer dans le contexte de l'époque, car nos connaissances, notamment sur les virus, étaient à l'époque très limitées. On ignorait tout du fonctionnement d'un virus. Pas de vaccin, pas d'antibiotiques. On était au lendemain de la guerre, donc les hôpitaux étaient surchargés et sans ressources. Et encore une fois, la censure de guerre a énormément joué en faveur du virus, car moins on est informé, moins on peut réagir. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On est peut-être déjà quasiment aux 100 000, vu que je tourne ça avec quasiment 2 semaines d'avance. Mais bon, merci, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Vous pouvez aller me soutenir sur Utip avec un don en regardant une pub, allez me suivre sur Twitter ou encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.